Bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va parler des avantages en nature pour les dirigeants d'entreprise. 9 avantages en nature faciles à activer et vous allez voir, ça va concerner les entrepreneurs et les salariés. On vous expliquera tout ce que vous pouvez faire, tout ça mis à jour fin 2022. Vous allez voir qu'il y a certains avantages en nature qui ont bougé cette année. Des nouvelles opportunités pour vous payer, bien évidemment, plus en payant moins d'impôts, moins de charges sociales. C'est l'objectif en partie de ces avantages en nature. Donc, on va vous décrypter tout ça par le menu. Un menu riche, vous allez voir, dans lequel on va parler des logements, de votre logement, le logement de fonction. On va parler des frais de repas, les chèques vacances, y compris pour le dirigeant, et bien sûr le CESU, le fameux CESU qui est toujours là et qui lui a bien bougé cette année. On parlera aussi de tout ce que vous allez pouvoir faire prendre en charge par votre société concernant les cotisations personnelles, la santé, la retraite. On parlera aussi des dépenses vestimentaires et frais de coiffeur, toutes ces petites dépenses. Vous êtes nombreux chaque année à nous poser la question, est-ce que je peux passer ça en charge ? On vous répondra. On reparlera des véhicules, toujours un gros sujet également, et des véhicules électriques complètement d'actualité actuellement, où le prix de l'essence est devenu tout juste démentiel. Donc, on parlera d'électricité d'ailleurs, où le prix de l'électricité devient lui aussi démentiel. Donc, on essaiera de faire un arbitrage avec vous. À la fin de ce webinaire, voilà. Allez, on y va. Et on va commencer tout de suite avec le logement de fonction. Donc, je vais vous en parler. On va faire un point là-dessus parce que ça, évidemment, si vous êtes entrepreneur, dirigeant de SARL, SAS, vous vous posez souvent la question de savoir quelle partie de votre logement vous pouvez passer en charge d'une façon ou d'une autre, puisque la plupart des entrepreneurs travaillent chez eux une partie de la journée, une partie du week-end. Et donc, et pourquoi pas passer un logement de fonction. Alors, logement de fonction, c'est quoi ? Ça peut être un local d'habitation, donc un appartement que vous prenez à Paris, un petit appartement, 40 mètres carrés, pourquoi pas le passer sur la société ? Ça peut être aussi une maison. Le passer sur la société, ça veut dire qu'elle peut être propriétaire du bien ou simplement locataire. Et évidemment, c'est mis à la disposition du chef d'entreprise ou à la disposition d'un cadre. Donc, on va voir dans quelle mesure c'est faisable. Donc, sachez tout de suite que c'est possible à partir du moment où votre foyer fiscal se situe au moins à 200 km de votre lieu de travail et que votre foyer fiscal ne peut pas déménager. Donc, le fisc là-dessus s'est prononcé à de nombreuses reprises et il a jugé que un célibataire, par exemple, un chef d'entreprise célibataire, ne pouvait pas avoir un lieu d'habitation, de foyer fiscal, si vous voulez, qui est à plus de 200 km de son lieu de travail, puisque rien ne l'empêche de déménager. Donc, ce qui peut vous empêcher de déménager, c'est par exemple le fait que vous ayez des enfants qui sont scolarisés dans un endroit et vous ne pouvez pas trop les bouger, ou que votre conjoint travaille à un emploi en CDI et qu'il est difficile là aussi pour lui de changer de lieu de vous suivre. Donc là, il y a un vrai motif qui peut justifier le fait que vous preniez un appartement, par exemple à Paris, si votre conjoint habite à Nantes, habite à Lyon et que vos enfants sont scolarisés là-bas. Si vous êtes dans ce cas-là, sachez-le aussi, l'avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle va passer le loyer dans les charges et il y aura un avantage en nature malgré tout à déclarer, c'est-à-dire un petit montant de rémunération sur lequel vous allez devoir payer des cotisations sociales et des charges sociales et sur lesquelles vous allez devoir payer aussi l'impôt sur le revenu. Pour le salarié, il déclarera l'avantage en nature et il paiera l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez que le logement de fonction, c'est quelque chose qui est très rare, il faut le dire. C'est très très rare de rencontrer des cas qui sont sur lesquels on peut mettre en place un logement de fonction dans les petites entreprises. Alors, Xavier, justement, pour un cas pratique, là, justement, quand je travaillais à la montagne,
On avait le cas des saisonniers. Alors, les saisonniers, bah, ils venaient travailler pendant la saison de ski et forcément, bah, leur famille, elle restait dans leur logement habituel. Et donc, dans ces cas-là, en effet, l'entreprise pouvait payer, puisque c'était justifié, il ne pouvait pas déménager toute sa famille à la montagne. Donc, c'était justifié que la société puisse prendre en charge là, ce logement de fonction, hein, parce que c'était indépendant de sa volonté, en fait, c'était une contrainte, et c'était pas considéré comme un avantage en nature, quoi. Super. Tout à fait, tout à fait. Et c'est exactement le cas particulier, très bon exemple, merci Jean-Luc, qui permet d'illustrer parfaitement les saisonniers. Donc c'est vraiment, voilà, le cas du saisonnier, c'est un excellent cas pour mettre en place les logements de fonction. Sachez-le, le montant de l'avantage en nature, alors c'est assez bizarre, c'est qu'on pourrait dire ben, l'avantage en nature c'est une partie du loyer, et en fait pas du tout. Ça dépend de deux choses, du nombre de pièces et du niveau de rémunération. C'est-à-dire que ça va être le même avantage en nature que vous soyez à Paris dans le 16e arrondissement ou que vous soyez au fin fond de Toulouse ou dans la banlieue de je ne sais où, dans la banlieue lyonnaise. Donc le fisc prend en compte le nombre de pièces et le montant de votre rémunération. Donc vous le voyez, si votre rémunération elle est comprise entre 3 000 et 3 770 euros, ben, vous allez payer en avantage en nature 132,70 euros par pièce. Voilà. Personnellement, je trouve ça absurde comme système de calcul, mais c'est comme ça. Et c'est plutôt très avantageux comme mode de calcul par rapport au prix du marché, hein. Donc voilà, un exemple. Loyer appartement à Paris pris en charge par la société, 2 000 euros par mois, c'est un 3 pièces. Si vous versez une rémunération de 3 000 euros brut par mois, l'avantage en nature, c'est 108 euros par pièce, x 3, 324 euros par mois. Donc le surcoût pour l'entreprise, ben, c'est les charges sociales sur cet avantage en nature, donc 130 euros par mois, 40% des 324 euros. L'avantage en nature, elle ne le paye pas véritablement, elle paye les charges sociales dessus, donc le surcoût, c'est uniquement les charges sociales, 130 euros. Et pour le bénéficiaire, à supposer qu'il a un taux marginal d'imposition de 20%, eh ben, il va payer 20% sur les 324 euros net des charges salariales, donc à peu près 48 euros. Donc vous voyez que pour une prise en charge d'un loyer de 2 000 euros par mois, ça coûte finalement à l'entreprise 130 euros et 48 euros pour le bénéficiaire. Donc ce système d'avantage en nature qui est un peu contraignant, financièrement, c'est malgré tout une bonne affaire parce que c'est peu fiscalisé, quoi. C'est déconnecté de la réalité. Encore une fois, que le loyer soit de 2 000 euros ou de 200 euros, l'avantage en nature est calculé forfaitairement. Alors ensuite, vous pouvez être tenté de vous dire beaucoup plus simplement, et vous êtes beaucoup plus nombreux à être tenté de vous dire, je vais passer une partie de mon loyer en charge personnelle. Pardon, je vais passer une partie de mon loyer dans les charges de la société. Donc ça, c'est très fréquent. Donc, comment passer une partie du loyer que vous payez à titre personnel dans les charges de la société? Alors, le plus simple, c'est quand la société a une activité ou siège social au domicile, à votre domicile. C'est quasiment le cas de trois quarts des créateurs d'entreprise. On va le voir. Eh bien, l'article 39.4 du CGI dit que les dépenses qui se rapportent à des résidences qui servent à la fois de lieu d'habitation et d'adresse ou de siège social à une entreprise, ou qui servent à l'accueil de la clientèle, sont admises en déduction des résultats de cette entreprise. Donc, il y a un texte des impôts qui dit que oui, vous pouvez passer une partie de votre loyer, on va voir comment, mais dans les charges de votre entreprise. Évidemment, la partie du loyer, elle doit correspondre, elle doit être en proportion de la surface réellement utilisée pour l'activité professionnelle. Donc, on prend, alors sachez que le fisc prend dans ces cas-là une surface minimum de 9 mètres carrés. Donc, forfaitairement, à partir du moment où vous domiciliez une entreprise quelque part, le fisc considère que c'est 9 mètres carrés minimum. C'est ce qu'il considère notamment pour la contribution foncière des entreprises, la fameuse CFE.
Donc, si votre logement fait 45 mètres carrés et que vous payez 1 000 € par mois de loyer, vous pouvez vous faire rembourser le prorata, 9 mètres carrés sur 45 mètres carrés, c'est-à-dire 200 € par mois. Alors, on va voir comment, hein. Si vous utilisez 15 mètres carrés, 15 sur 45, ça fait un tiers, donc 333 € par mois. Alors, ça peut prendre la forme de remboursement de frais professionnels. Alors, il y a deux possibilités de le faire. Soit la société vous verse un loyer, c'est-à-dire que vous signez un bail avec la société, et puis la société va vous payer un loyer que vous allez déclarer en revenu foncier. Donc, ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. D'un côté, vous allez passer en charge de la société un loyer. Donc là, vous allez gagner une économie d'impôt. Mais de l'autre, vous allez déclarer des revenus fonciers. Donc, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Un peu comme une rémunération, en fait. La rémunération est totalement déductible, mais elle est imposable de l'autre côté. L'avantage, c'est que si vous faites ça, vous allez payer moins de charges sociales sur les revenus fonciers que sur une rémunération. Mais dans les deux cas, vous paierez de l'impôt sur le revenu. Le gain financier, il n'est pas très, très important. Bon. Voilà, faites-le si vous souhaitez passer un montant conséquent, c'est-à-dire à plus de 1 000 € par mois, il faut le faire. Voilà, plus de 1 000 € par mois de loyer, il faut mettre ça en place, il faut faire les choses proprement. Si vous faites, c'est simplement la prise en charge d'une partie de votre loyer pour un montant de 200-300 €, vous pouvez faire une espèce de note de frais qui, elle, ne sera pas fiscalisée. Voilà, c'est une tolérance administrative qui dit que jusqu'à aujourd'hui, ça a peut-être changé en 2023, Jean-Luc a peut-être des infos à nous donner là-dessus, mais jusqu'en 2022, il y a cette tolérance administrative qui veut que vous pouvez passer pour des petits montants une quote-part de votre loyer en note de frais. Bon, mais si on lit les textes fiscaux, c'est marqué nulle part. Alors, voilà, il y a cet usage, nous on le fait, on a eu des clients qui ont été contrôlés, ils n'ont pas été redressés, mais c'était des petits montants, donc n'abusez pas. Si vous voulez passer des montants supérieurs à 1 000 €, à ce moment-là, il faut mettre en place un bail, déclarer des revenus fonciers et faire les choses proprement. Voilà pour l'immobilier. Maintenant, on va passer aux frais de repas. Jean-Luc, je te passe le micro. Oui, alors donc les frais de repas, alors il y a plusieurs types de frais de repas. Il y a ce qu'on appelle les repas d'affaires, c'est-à-dire les repas quand vous allez déjeuner ou dîner avec une relation de travail. Donc ça peut être votre banquier, votre expert comptable, hein, bien sûr, il ne faut pas hésiter. C'est les clients, etc. Donc ça, c'est les repas d'affaires. Et les repas personnels, c'est vous quand vous allez déjeuner le midi au restaurant. Donc on va voir que le traitement n'est pas le même en fonction de l'un ou de l'autre. Alors le repas d'affaires, on vient de le dire, c'est un repas qui a une nature professionnelle. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de doute, hein, c'est des dépenses qui ont un intérêt pour la société, elles peuvent être payées et être prises en charge par l'entreprise. Alors après, ce qui est assez conseillé, c'est de mettre le nom de la personne avec qui vous êtes allé au restaurant, pour éviter toute ambiguïté si un jour vous avez un contrôle. Après, il y a des conditions également, mais ça qu'on connaît assez bien pour pouvoir le déduire. À chaque fois, il faut avoir un justificatif. Ça, c'est pour tous les types de dépenses. Dès que vous faites des dépenses, vous voulez que ça passe en frais dans la société, il faut toujours avoir un justificatif. Ça ne doit pas être exagéré. C'est-à-dire, ne pas aller tous les restaurants, tous les jours manger au restaurant avec un client. Là, ça pourrait être contesté. Et il faut que ce soit fait dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, il faut que ça soit en effet une relation d'affaires, un client, etc. Vous ne pouvez pas aller manger avec un tiers si l'entreprise, elle a aucun intérêt. Donc, si vous remplissez toutes ces conditions, la société elle peut déduire en effet le coût du repas d'affaires. Après, si vous allez manger, vous, le midi au restaurant, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous mangez au restaurant à côté de chez vous, normalement, ce n'est pas déductible, puisqu'on considère qu'en fait, vous auriez pu rentrer chez vous le midi pour déjeuner. Et si vous avez voulu aller manger au restaurant, c'est parce que ça vous a fait plaisir. Et dans ces cas-là, ce n'est pas déductible. Par contre, si vous allez en mission assez loin de chez vous, vous ne pouvez pas rentrer chez vous le midi
Dans ces cas-là, bon, bah, ce n'est pas de votre fait et la dépense de restaurant, elle pourra être déduite. Alors, on a des plafonds quand même. Le plafond pour 2022, c'était 19,40 €. C'est-à-dire ce qui va dépasser 19,40 €, bah, c'est personnel, ce n'est pas déductible. Et par contre, c'est ce qui va dépasser 5 € parce qu'on considère les 5 €, c'est le prix du repas si vous aviez mangé chez vous. Donc, c'est la différence en fait qui pourra être prise en charge entre le prix du repas plafonné à 19,40 moins les 5 € forfaitaires, sachant que dans la réalité des fêtes, en fait, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui appliquent les 5 € minimum et que bah, le repas, il passe en frais éventuellement avec le plafond de 19,40 €. Voilà, en fait, pour les repas. Donc, oui, les allocations forfaitaires, c'est impossible, hein, ça n'existe pas en fait pour les dirigeants d'entreprise. À chaque fois, on peut déduire que les frais réels. Faire des allocations forfaitaires, que ça soit pour les repas, pour les déplacements, etc. Ça existe dans certains cas pour les salariés, mais ce n'est pas possible pour les dirigeants d'entreprise. Après, les tickets restaurants, c'est une autre solution, en effet, pour bénéficier de repas. Donc, on a deux cas de figure. On a les dirigeants assimilés salariés, c'est-à-dire les présidents de SAS. En fait, c'est tous ceux qui ne cotisent pas au Pôle emploi. Donc, ils ont des bulletins de paye, en fait, comme des salariés. Mais le fait qu'ils ne cotisent pas au Pôle emploi, on les appelle assimilés salariés. Donc, tous les dirigeants assimilés salariés peuvent recevoir des tickets restaurants. Par contre, pour le TNS, le dirigeant TNS, généralement, c'est les gérants majoritaires, le gérant majoritaire de SARL ou le gérant de URL. Il n'y a pas de ticket restaurant possible. Mais bon, celui-là, comme on a vu tout à l'heure, il pourra se faire rembourser les frais de repas s'il est en déplacement assez éloigné de chez lui. Alors, les conditions pour en bénéficier, alors, normalement, il faut avoir un salarié. Alors, ça, c'est la théorie, parce qu'en fait, même si vous n'avez pas de salarié, vous pourriez toujours demander auprès des organismes qui délivrent les tickets restaurants. On a le cas là, de certains dirigeants de SASU qui n'ont pas de salariés. On fait la demande auprès des organismes et on leur a donné les tickets restaurants. Mais normalement, légalement, il faut avoir un salarié, mais c'est assez peu contrôlé. Alors après, la participation de la société, elle va varier, elle est variable en fait. Hein, c'est le dirigeant qui décide quel pourcentage il va prendre en charge, sachant qu'il doit être compris entre 50 et 60%. Et le montant de la part patronale, c'est-à-dire qu'il pourra être passé dans les frais de la société, il est plafonné, donc il est à 5,92 € par titre. Alors là, vous voyez, on a entendu justement parler là, que les tickets restaurants, ils étaient passés à 19 €. Mais en fait, ça ne change pas. La part patronale, elle reste toujours plafonnée à 5,92 €. Donc, ce qui va dépasser les 5,92 €, c'est la part salariale qui, forcément, si on va jusqu'à 19 €, elle sera plus élevée. Et l'imitation, donc là, on le reprend, là, du ticket restaurant. Là, alors, c'est exceptionnellement, là, il est à 19 € jusqu'à fin 2023. Mais il était à 11,84 en 2022. Alors, les chèques vacances, les dirigeants, pareil, ont droit aux chèques vacances. Donc, les chèques vacances, on sait un peu comment ça fonctionne. C'est des tickets qui sont donnés aux salariés et qui permettent de payer un certain nombre de dépenses qu'ils vont engager pendant leurs vacances. Donc, c'est l'hôtel, le restaurant. Je crois qu'on peut même payer les péages quand on part en congé. Et toutes les dépenses qui sont liées à vos vacances. Ça, c'est sous forme de tickets. C'est des tickets qu'on achète auprès d'organismes. Un peu, ça fonctionne comme les tickets restaurants, en fait. C'est des tickets qui seront attribués aux salariés, aux dirigeants. Donc, pareil, le chef d'entreprise y a droit. Et là, qu'il ait ou pas de salariés. Même
Si vous n'avez pas de salarié en tant que dirigeant, vous avez droit au chèque vacances. Et bah, le fonctionnement, comment ça se passe? Alors, c'est un peu complexe. C'est en fonction du revenu que touche la personne. La part patronale, elle va être plus ou moins élevée. Si vos revenus ils sont inférieurs à 3 428, la participation patronale peut aller jusqu'à 80%. Si les revenus sont supérieurs, donc en fait, c'est pour les salaires, en fait, on va considérer que la participation de l'employeur, elle va être inférieure, donc elle va être à 50%. Et donc, c'est comme pour les tickets restaurants, c'est cette part patronale qui va passer dans les frais de la société et que vous pourrez déduire. Les tickets restaurants, comme les chèques vacances, c'est pareil, c'est pas imposable, hein, et c'est exonéré de cotisations sociales. C'est pour ça que c'est assez intéressant. La contribution de l'employeur, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, elle va être si la personne elle a moins de 30% du SMIC, elle va être plafonnée, donc on arrive à 480 € pour 2022. Et là, on ne l'a pas, mais si la rémunération était supérieure à 30% du SMIC, elle serait un peu inférieure. Voilà, après, on va voir comment passer les frais de santé sur l'entreprise. Je te redonne la main, Xavier. Ouais. Alors, les frais de santé, on n'y pense pas souvent, mais en fait, les frais de santé, c'est un budget qui est important chez les Français. Et les frais de santé, souvent, on les paye soi-même. Et sauf quand on est salarié, évidemment, il y a une bonne mutuelle dans les grandes boîtes. On a de la mutuelle, de la prévoyance, tout un tas d'avantages qui font que, pour finir, on ne paye pas grand-chose. Mais les frais de santé, sachez-le, dans votre entreprise, vous allez pouvoir faire payer le docteur indirectement par votre société. On va vous expliquer comment. Donc les frais de santé, en fait, c'est quoi? Si on regarde les grandes catégories, c'est les frais de santé proprement dit, médecin, pharmacie, alors lunettes, le dentiste. Donc ça, c'est vraiment des dépenses normalement qu'on paye en tant que particulier. Il y a tout ce qui est hospitalisation. Il y a les rentes viagères, il y a la rente invalidité en cas de ça c'est en cas d'accident grave et capital décès. Donc vous allez voir, c'est très simple. La mutuelle, elle couvre tout ce qui est médecin, pharmacie, lunettes et dentiste. Donc en mettant en place une mutuelle dans votre société en tant que dirigeant, d'une certaine façon, vous allez faire payer par la société tous ces frais-là, vos lunettes, votre dentiste, la pharmacie et le médecin, puisque c'est la mutuelle. C'est la société qui paye la mutuelle qui vous rembourse. Donc, mettre en place une mutuelle, c'est quelque part une petite optimisation fiscale parce que ça permet de passer en charge une dépense sur laquelle il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de... Voilà. Et en plus, c'est déductible fiscalement, donc il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Donc, on ne le fait pas toujours parce qu'au début, ce qu'on cherche avant tout à se rémunérer, on n'a pas toujours les moyens de se payer une mutuelle, mais en fait, la mutuelle, c'est une optimisation fiscale. C'est pas en termes de gestion des risques, c'est pas une priorité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de mutuelle, c'est pas ça qui va mettre en cause la sécurité de votre foyer. Par contre, d'un point de vue purement financier, c'est une bonne pratique, c'est de mettre le plus tôt possible en place une mutuelle à partir du moment où vous avez vous avez des dépenses de santé. Ensuite, hospitalisation, donc l'hôpital, si vous allez faire un tour à l'hôpital, la sécurité sociale, elle prend en charge, mais ce qu'on découvre quand on passe à l'hôpital, c'est que pour finir, elle prend pas en charge tant que ça. Et que si vous voulez une chambre un peu privée, si vous voulez des choses un peu, des solutions un peu confortables, ça va être de votre poche. Donc quand on est salarié des grandes boîtes, on s'en en aperçoit pas parce qu'on a une mutuelle et que c'est la mutuelle qui paye tout. Donc on donne la carte quand on arrive à l'hôpital et puis après on n'entend plus parler de rien. Mais quand vous êtes dirigeant, quand vous passez à la caisse à la sortie de l'hôpital, là vous vous dites ah tiens zut, je pensais pas que ça coûtait si cher. Et notamment avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont fait cette expérience-là à presque 1 000 € la journée d'hospitalisation avec le Covid. La sécurité sociale qui prenait en charge 250 €, l'addition est très vite montée. Donc ceux qui avaient une prévoyance, ils s'en sont en général bien sortis. Ceux qui n'en avaient pas, c'était quand même la sortie était un peu douloureuse.
Donc ça, c'est les contrats de prévoyance. Et la prévoyance, elle va prendre en charge les frais d'hospitalisation, elle va prendre en charge rente invalidité. Alors, rente invalidité, ça concerne qui? Si vous avez un AVC ou si vous avez vraiment une invalidité qui vous empêche de travailler, euh, ça peut arriver à n'importe qui. La probabilité est très faible, mais si vous avez vraiment pas de chance et que vous êtes dans cette situation, que vous êtes invalide à 45 ans ou à 40 ans, il y a quand même 20 à 30 ans ou 40 ans à tenir. La rente invalidité, c'est un salaire une forme de rémunération qui va tomber tous les mois jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est quand même une assurance qui est énorme. Tous les salariés du privé en bénéficient maintenant de façon obligatoire. Donc voilà, comme la mutuelle d'ailleurs. Mais les cadres en bénéficient de façon obligatoire. Je ne sais pas si les non-cadres peuvent en bénéficier de façon obligatoire. Capital d'essai, le capital d'essai, comme son nom l'indique, vous décédez, vous avez peut-être une famille, vous avez des ayants droit, eh bien vos enfants, pour continuer à poursuivre leur scolarité, etc., eh bien avec une prévoyance, un bon contrat de prévoyance, vous pourrez leur adresser un capital, si vraiment, ce que évidemment on vous conseille pas, mais si vous arrivez à un coup dur, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien là, à ce moment-là, vos ayants droit touchent un capital. Inutile de vous dire que le coût de la prévoyance, c'est un peu comme la mutuelle, c'est très 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 variable. C'est fonction des garanties, des franchises auxquelles vous allez souscrire, que vous allez activer. Donc la prévoyance, par exemple, si vous souhaitez avoir un capital d'essai de je sais pas, on va dire 50 000 euros, ce qui n'est pas très élevé, ça ne va pas vous coûter très cher. Si par contre vous voulez 500 000 euros de capital d'essai ou 1 million d'euros, ça va être une autre affaire. Vous voyez. Et même chose concernant les rentes, et même chose concernant la prévoyance. Donc c'est comme des primes d'assurance, la prime va être directement proportionnelle aux garanties que vous allez demander. Et vous êtes libre de mettre la jauge là où vous voulez en termes de garantie. Donc tout ça, fiscalement, c'est déductible dans un certain plafond, mais vous pouvez le faire passer sur votre boîte, le faire payer par votre société. Donc c'est vraiment quelque chose qui présente un vrai intérêt. Et tout ça, non seulement ça vous concerne vous en tant que dirigeant, mais ça concerne aussi votre conjoint et vos enfants. Donc des charges qui vont leur profiter à eux, mais qui sont déductibles du résultat fiscal de la société, c'est quand même important, quoi. Donc il faut y penser. Voilà. Voilà. C'était le sujet sur la santé et la sécurité. On aurait pu aussi dire la sécurité du foyer fiscal. C'est des sujets qui sont pas très 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 drôles à évoquer, mais qui vont dans le bon sens. Vous voyez, c'est bon gestionnaire. Donc ça concerne qui? Les dirigeants de toutes les entreprises, que vous soyez en SARL, EURL, EIRL, SAS ou SASU, quelle que soit la forme de votre société, et je vous le disais, et aussi leur famille. Voilà. Ça, c'est important. Les plafonds fiscaux et sociaux, on va pas trop rentrer dans le détail parce que c'est une usine à gaz. Donc vous cherchez sur Internet les plafonds. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est plafonné. Donc vous pouvez pas passer tout et n'importe quoi. Ça va être en fonction de votre rémunération, ça va être en fonction d'un certain nombre de choses, mais c'est assez élevé. Les plafonds, ils sont assez élevés. C'est-à-dire que pour atteindre le plafond de la prévoyance, la déductibilité de la prévoyance, il faut quand même y aller assez fort. Notez aussi que pour mettre en place une mutuelle ou une prévoyance, normalement, vous devez vous rémunérer. Si vous ne versez pas de rémunération, normalement, vous ne devez pas pouvoir vous mettre en place de mutuelle, même si apparemment il y a certaines compagnies qui ne sont pas très regardantes sur le fait qu'il y ait une rémunération ou pas. Mais si vous êtes contrôlé fiscalement, il y a des règles à respecter. Donc, on a voulu pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on vous dit que il y a des plafonds à respecter et qui sont assez élevés. La retraite, vous pouvez aussi vous passer un complément de retraite, ça aussi c'est potentiellement intéressant parce que c'est ce qu'on appelle de la rémunération différée. Donc c'est une rémunération que vous allez vous verser pas aujourd'hui mais demain. Et ce complément de retraite, eh ben, vous ne payez pas de cotisation. Donc c'est une façon intelligente de passer en charge aujourd'hui une rémunération sur laquelle vous n'avez pas payé de cotisation, qui va être déductible du bénéfice imposable de votre société, que vous allez toucher demain et vous ne paierez pas de cotisation sociale demain.
dans certaines limites. Par contre, vous paierez l'impôt sur le revenu dessus. Donc ça concerne là aussi les dirigeants, quelle que soit la forme de la société. Il y a des plafonds, voilà, fiscaux et sociaux, qui sont assez élevés aussi, qui sont même très élevés. Donc là aussi, vous verrez, contacter votre banquier, contacter des courtiers. Il y en a pas mal, c'est assez facile à trouver, et ils vous diront quel est le plafond qui vous concerne. Mais ça peut représenter voilà, des montants très élevés, quoi. Ça peut, pour la retraite, ça peut représenter 25-30 000 euros de cotisation par an. Vous voyez, donc c'est quand même, pour les atteindre, faut y aller quand même, hein. Là aussi, comme la mutuelle et la prévoyance, il faut se verser une rémunération. Vous ne pouvez pas mettre en place des contrats de retraite complémentaire si vous n'avez pas une rémunération minimum. Et le plafond est fonction de la rémunération. Le CESU. Le CESU. Alors, le CESU, on en a déjà beaucoup parlé, on en parle tout le temps parce que le chèque emploi-service universel, c'est une façon astucieuse de passer des dépenses de service à la personne qui vous concernent vous en tant que particulier. Donc, on va le voir, ça concerne beaucoup de domaines. Et bien, de passer ces dépenses dans les charges de l'entreprise. Donc, si je vous dis la peinture de votre salon, est-ce que si vous me posez la question, est-ce que je peux passer la peinture de mon salon dans les charges de l'entreprise, je vais vous dire pas vraiment. Bon, même si vous avez domicilié entreprise chez vous, mais c'est le mauvais exemple. On va dire une partie de la salle de bain. Est-ce que vous pouvez le faire? Normalement, non. Avec le CESU, oui, en partie. Donc, le CESU, c'est un complément de rémunération qui est totalement exonéré de charges sociales dans la limite de 2 265 euros par bénéficiaire et par an en 2022. 2 265 euros. Donc ça a été augmenté cette année de façon assez importante. Le CESU, il est fiscalement totalement déductible du résultat du bénéfice imposable dans une certaine limite, et vous pouvez en plus bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% du montant du CESU. Et pour le bénéficiaire, c'est un revenu qui n'est pas imposable. Voilà, donc ça coche à peu près toutes les cases, c'est plutôt très très bien. La seule contrainte, c'est que c'est pas très élevé. Donc ça concerne, je pense qu'on va y arriver, sinon je vous le dirai après. Donc ça concerne les gérants majoritaires ou minoritaires, quelle que soit voilà, quelle que soit la forme, 2 265 euros. Par contre, c'est que si vous avez des salariés, il faut, si vous voulez en bénéficier vous, il faut que vos salariés puissent en bénéficier aussi. Si vous n'avez pas de salariés, vous pouvez aussi vous le verser. Mais si vous avez des salariés, c'est CESU pour tout le monde, et il faut que les conditions d'attribution soient les mêmes. Voilà. Et si vous n'avez pas de salariés, donc vous y avez droit aussi. À qui s'adresser? Il y a 5 acteurs qui sont connus pour émettre des chèques emploi-service universels s'ils sont préfinancés. Donc, si vous voulez les donner à vos salariés, il faut les acheter sur une de ces plateformes. Et vous, si vous avez fait les dépenses, donc les dépenses, je pensais qu'il y avait un slide, mais on est passé vite dessus, c'est toutes les dépenses à domicile, soutien scolaire, garde d'enfants, nettoyage, femme de ménage, jardinage, petite réparation, toutes ces dépenses de service à domicile. Vous tapez là aussi CESU, vous allez vite voir, ça couvre beaucoup de dépenses, hein. Donc on en a tous plus ou moins. Attention, c'est que pour que vous puissiez vous verser un CESU de 2 265 euros, il faut que vous ayez des dépenses, que vous puissiez justifier de ces 2 265 euros. Si vous n'avez pas les dépenses, si vous n'avez que 1 000 euros de dépenses par an, ben, vous pourrez vous verser un CESU de 1 000 euros. Donc pour vous le verser concrètement, soit vous allez passer sur ces éditeurs de chèques, mais quand vous êtes gérant, vous avez le droit de vous faire un virement directement du montant de vos dépenses à domicile. Donc le tout, c'est plutôt de le faire en fin d'année, 31 décembre, juste après Noël, c'est votre petit cadeau perso.
hop, vous faites le point sur les dépenses à domicile que vous êtes faites, que vous voulez vous faire rembourser. Évidemment, s'il y a des crédits d'impôt sur ces dépenses, vous ne pouvez pas à la fois bénéficier du crédit d'impôt à titre personnel et le passer dans les charges de la société. Donc, faites votre arbitrage, mais souvent, c'est plus intéressant de le passer sur le CESU. Jean-Luc, je te laisse passer les costumes. Est-ce que Alors, j'ai le droit de oui. passer mon costume et mes frais de coiffeur? Non, moi, j'en aurais pas beaucoup, mais le costume, j'ai le droit ou j'ai pas le Voilà. droit? Alors, voilà. Alors, bah, c'est souvent les questions qu'on nous pose, hein, les vêtements, le coiffeur, les dents, etc. Toutes ces dépenses-là, bon, est-ce qu'on peut les faire passer sur sa société? Donc, on va vous répondre. Alors, pour les vêtements, en fait, il n'y a pas trop d'ambiguïté. On peut déduire les vêtements que s'ils ont la nature de vêtements professionnels. Donc, ça sera par exemple la robe de l'avocat, la blouse de l'infirmière, la blouse du boucher, etc. Mais si c'est un costume de ville, en fait, ça ne peut pas passer sur la société, puisque en fait, vous pouvez l'utiliser en dehors du travail. Donc, faut que ça soit en effet des vêtements qui ont la nature de vêtements professionnels. Les dépenses de coiffure, alors les dépenses de coiffure, c'est pareil, hein, c'est des dépenses, vous avez besoin d'aller chez le coiffeur régulièrement, hein, en général, c'est le cas. Hein. Et le fait, sauf pour toi, Xavier, En général, je te remercie. donc le fait d'aller chez le coiffeur, c'est pareil, c'est pas une dépense déductible. Alors, on pourrait avoir le cas si, dans des cas vraiment très particuliers, assez marginaux, par exemple une speakerine. Donc, une speakerine qui doit passer à la télé, forcément, elle doit être bien habillée, avoir une coiffure, en effet, qui soit correcte. Donc, pour des personnes du spectacle ou des choses qui ont un métier vraiment très particulier, on peut considérer que ces dépenses-là, elles peuvent passer sur la société. On a eu le cas notamment, parce que c'est pareil pour les dépenses de dentiste. Les dépenses de dentiste, c'est personnel, puisque vous avez besoin quand même d'aller régulièrement chez le dentiste. Mais on a eu un cas de jurisprudence d'un commercial qui était en contact régulier avec ses clients, qui s'était refaire les dents. Donc, il y a eu un peu de jurisprudence sur le sujet et l'administration a lâché et a accepté, dans ce cas assez particulier, que les dépenses de dentiste soient prises en charge par son entreprise. Mais on le voit, c'est des cas assez marginaux, quoi. Alors, après, alors oui, on l'a peut-être pas dit là, parce que dans le chat, il y a beaucoup de questions là qui défilent. Donc, comme Ali est pas là ce soir, là, on les regardera tout à l'heure là quand on aura fini. Hein. On répondra aux questions. Alors la voiture, la voiture c'est pareil. Vous pouvez utiliser votre voiture pour l'entreprise. Donc on a différents cas. Alors ça peut être une voiture ou une moto, hein, peu importe. Donc, il y a deux possibilités. Alors là, on est dans le cas des avantages en nature. Donc, c'est-à-dire que c'est le véhicule, il est à vous et c'est la société, en fait, qui va prendre en charge, en fait, qui vous le met à disposition à titre gratuit. Donc, pour vous, en fait, c'est ce qui s'appelle un avantage en nature, puisqu'au lieu de vous payer un salaire qui serait soumis à cotisation sociale, elle vous met à disposition gratuitement un véhicule. Et pour évaluer en fait quel est cet avantage en nature, alors il y a différentes solutions. Soit on fait une évaluation au réel ou soit une évaluation forfaitaire. Alors l'évaluation au réel, comme son nom l'indique, on va prendre le coût réel du véhicule. Donc le coût réel du véhicule, lui, il est fixé forfaitairement quand même à 20% du prix d'achat du véhicule, plus tous les frais réels. Donc les frais réels, ça va être l'entretien, ça va être le carburant, l'assurance, etc. Donc on prend l'ensemble des coûts du véhicule de l'année et puis on fait un ratio entre le nombre de kilomètres qui ont été faits à titre personnel par rapport au nombre de kilomètres total. Et ça va donner en fait l'avantage dont vous avez bénéficié. Donc soit au réel ou alors bien sûr c'est à vous d'apporter la preuve du nombre de kilomètres parcourus.
Si vous justifiez pas, bah, en cas de contrôle URSSAF, ça pourrait être mis en cause par l'administration. L'autre solution, qui est la plus simple quand même, c'est faire une évaluation forfaitaire. Donc pour ça, bah, en fait, il y a des barèmes qui sont sortis en fonction, bah, vous voyez, de l'âge du véhicule. Si le véhicule a plus de 5 ans, c'est 6% du prix du véhicule. Et si il a moins de 5 ans, c'est 9% du prix d'achat du véhicule. Donc c'est un peu plus simple à calculer. Après, il y a une petite nuance si la société, elle paye le carburant ou si elle ne paye pas le carburant. Et si le carburant est payé par la société, bah forcément, l'avantage en nature, il va être plus élevé, puisqu'il va être à 12% du prix du véhicule ou 9% s'il a plus de 5 ans. Bon, on rentre un peu dans les détails. Alors là, on a donné un exemple. Donc, pour l'achat d'un véhicule, alors le véhicule coûte 20 000 euros, l'assurance 2 000 euros, et vous avez fait au total 30 000 km, dont à titre privé 10 000 km. Alors si on fait un calcul d'avantage en nature ou au réel, ben, on va prendre l'ensemble des frais, puis on va faire un prorata en fonction des kilomètres privés et totaux ou professionnels. Donc, on arrive à un avantage en nature de 2 000 euros, 167 euros par mois. Si c'était un forfait, ça sera plus simple à calculer. On prend le coût du véhicule à 9%, ce qui fait 150 euros par mois. Donc, dans ces cas-là, on a intérêt à faire un calcul forfaitaire. Alors, c'est au cas par cas, on le voit, c'est au cas par cas, c'est en fonction du nombre de kilomètres qu'on a fait à titre privé ou à titre professionnel, et puis des frais, en effet. Donc, alors, en fait, ça, on peut le calculer en fin d'année quand on fait le bilan, puisque c'est quand on va faire le bilan, en fait, on va déterminer les frais qu'on peut déduire et le montant de l'avantage en nature et voir la solution la plus avantageuse. Après, si là, tout à l'heure, c'était le véhicule acheté pour le véhicule loué. Donc, c'est le même principe. En fait, on peut faire soit une évaluation réelle, soit une évaluation forfaitaire. On va peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais ça reste sur le même principe. Au réel, on va prendre le coût total du véhicule et puis on va faire un prorata en fonction des kilomètres qu'on a fait à titre privé et à titre professionnel. Et si on prend une évaluation forfaitaire, pareil, ça sera un montant forfaitaire qui est de 30% du coût du véhicule. Donc là, on va passer, je crois qu'après, on a un petit exemple. Voilà, pour un véhicule loué. Donc, si on fait un calcul au réel, on prend le coût de la location et on fait un prorata. Donc là, on arrive à 139 euros. Si on fait un forfait, alors, on prend le coût de la location et on applique le pourcentage, sachant qu'il y a un plafond quand même par rapport au prix du véhicule, où on peut faire un calcul par rapport au prix d'achat et le plafonner à ce montant-là, et on arrive à 120 euros par mois. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, au forfait, c'est plus avantageux qu'à taux réel. Bon, là, on vous explique un peu comment ça fonctionne, c'est assez complexe, mais bon, ce qu'il faut penser, c'est si la société, elle vous met à disposition un véhicule que vous utilisez à titre perso et à titre professionnel, il faut penser qu'il y a un avantage en nature et qu'on peut faire un calcul qui peut être plus ou moins avantageux selon qu'on fait un calcul au réel ou au forfait. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Un petit cas particulier pour les véhicules électriques qui sont pas mal avantagés, puisque le montant de l'avantage en nature, en fait, il bénéficie d'un abattement de 50%. Donc, c'est assez intéressant, avec un plafond également de 1 800 euros par an. Et l'autre avantage qu'il y a pour le véhicule électrique, c'est que les frais d'électricité ne rentrent pas dans le calcul de l'avantage en nature. Voilà, donc c'est la volonté du gouvernement d'inciter les gens à rouler en voiture électrique. Donc ça fait partie d'un des avantages fiscaux qui est octroyé, donc la réduction de moitié de l'avantage en nature. Et pareil, si vous faites une évaluation au forfait, vous avez l'abattement de 50%
avec le même plafond, ce qui est un peu logique. Ouais, on peut, Ouais, Jean-Luc, je te laisse ouais, respirer 2 secondes sur ouais. ce gros morceau qui était Mm, le calcul de l'avantage en nature. Bon, très honnêtement, quand on regarde, c'est un peu absurde cette histoire, parce que pourquoi 30% alors que quand on utilise un véhicule professionnel, voilà, bah, est-ce qu'on utilise 30% à titre personnel? Non, c'est pas évident. C'est même pas du tout évident. Moi, à Toulon, mon véhicule professionnel, je peux te dire que il fait pas 30% des kilomètres. Entre les retours qu'on fait entre les bureaux, mm, il a 90% à titre professionnel. Donc, il faut le savoir. Donc, dans mon cas, je irais plutôt vers un avantage nature par rapport aux frais réels. Voilà, mm. c'est un peu tordu. On vous le présente parce que c'est des sujets d'arbitrage. Bon, mais c'est quand même très complexe. Donc, on fera le calcul pour vous et vous le ferez avec votre collaborateur, le collaborateur qui vous conseille. Dites-lui en fin d'année le nombre de kilomètres que vous avez fait avec votre véhicule, et puis lui il verra si le plus intéressant c'est frais réels ou frais professionnels ou frais forfaitaires. En tous les cas, ça peut se faire a posteriori ou on peut l'ajuster en fin d'année en fonction du kilométrage réel que vous aurez fait tout au long de l'année. Eh ben voilà, on est arrivé au bout de Oui, 9. Ouais. Alors il y a beaucoup de questions, donc on va ah les oui, oui, reprendre depuis le début. il y a énormément de questions là. Jean-Luc, Donc, il y je a te une propose de reprendre. question. Ouais. Ouais, il y a une question là. Bah, c'était en effet pour le logement de fonction là. Si on a une mission longue à l'étranger et si le foyer reste en France, est-ce que la société peut mettre à disposition un logement de fonction? Bah, en effet, hein, c'était le cas un peu de la double résidence. Ouais. Si vous êtes en mission à l'étranger puis que votre famille reste en France, bah, la société elle peut payer en effet les frais de logement là du logement que vous aurez pris là pour réaliser votre mission, hein. Et les frais de transport, évidemment, Ouais, pour aller sur le ouais, lieu de tout à travail, fait. domicile, travail. Alors bon, il y a eu d'ailleurs pas mal une petite jurisprudence là qui est sortie cette année concernant un dirigeant qui était domicilié fiscalement à Londres et qui prenait l'avion pour aller voir. C'est un président de club de foot, en l'occurrence son club Marraine. Et donc le fisc a rejeté la déduction fiscale au motif que bah, du coup la distance était trop longue. Bon, c'est pour dire que c'est un vrai sujet, un gros sujet, quoi.